En France, le handicap rare est la conséquence de 3 raretés. La rareté des publics, la rareté des combinaisons de déficiences et la rareté des expertises. Parmi ces personnes touchées par ces handicaps rares, 62% sont porteuses d'une maladie rare diagnostiquée. Ces maladies rares touchent 3 millions de personnes en France, presque autant que le cancer. Aujourd'hui en France, 11 millions d'aidants soutiennent au quotidien un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. L'équipe de recherche du projet CASPRA a analysé l'aide apportée par les parents d'enfants concernés par une maladie rare et ou handicap rare, ainsi que ses répercussions sur la vie professionnelle. Avec Aurore Pellissier, enseignante-chercheuse en économie, nous sommes allés rencontrer Karine Jobard, la maman de Luna, atteinte de la maladie de White Sutton, qui touche une 50aine de personnes en France. Karine, merci de nous recevoir. Bonjour. Peut-être pour commencer, tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours et le contexte. Alors, voilà, je m'appelle Karine, je suis mariée avec 2 enfants, mon fils qui va avoir 15 ans cet été et ma fille, Luna, qui va avoir 18 ans au mois de juin. Et c'est elle qui a une maladie génétique rare qui a été finalement découverte assez tardivement. On a été une dizaine d'années en errance diagnostique. Avec un résultat génétique qui est tombé en 2019 alors qu'elle avait une quinzaine d'années. Pour la moitié des personnes atteintes de maladies rares, le diagnostic étiologique, c'est-à-dire la cause de la maladie, est inconnu. Et même lorsqu'il est connu, le parcours jusqu'à ce diagnostic, très important pour les personnes et leurs aidants, est en moyenne de 2 ans, et bien plus pour de nombreuses familles. On parle d'errance diagnostique, avec des familles se retrouvant dans une impasse, confrontées aux limites de la connaissance médicale. Au fil des années, on raccrochait à tout un tas de nouveaux syndromes qui étaient trouvés à Luna. Elle a eu tout de suite, malgré tout, une reconnaissance de handicap à ses 4 ans, avec un accompagnement dans la scolarité par des AESH. Donc, elle a pu continuer dans le milieu ordinaire jusqu'à la fin du collège, avec justement mon accompagnement, puisque j'ai dû arrêter en partie de travailler pour la soutenir. Et en parallèle de ça, on continuait beaucoup de recherches et d'investigations. Et c'est en 2019, quand on a eu les résultats de l'exome, qu'on a découvert qu'il s'agissait du syndrome de White Sutton. Donc le nom de sa maladie génétique, qui est une maladie génétique rare et qui est de novo. Donc personne de la famille n'est concerné. C'est une erreur dans l'écriture de son gène. Donc voilà, ça c'était déjà la première donnée. Qui était pour nous essentiel. Et du coup, de pouvoir mettre un nom sur cette maladie génétique, ça a été aussi une révélation de se dire enfin on arrive à avoir une cohérence dans toutes ces difficultés qu'elle a, tout ce que ça représente. C'est une accumulation de troubles et pour chacun des troubles, il faut mettre en place soit des prises en charge thérapeutiques, des traitements et du coup, il faut à chaque fois mettre en place des rééducations très spécifiques pour chacun de ces troubles avec des adaptations et un suivi. Donc c'est là aussi où la coordination de soins coordination et de soins et éducative et administrative est extrêmement lourde. La nature de l'aide apportée par les parents d'un enfant concerné par une maladie rare et ou un handicap rare est variée. Activités de la vie quotidienne, surveillance diurne et nocturne, soins et parcours de soins, trajets, activités de stimulation et d'aide médico-éducative, démarches administratives, coordination globale des accompagnements. Cette grande variété d'aides requiert de nombreuses compétences, qui mettent parfois les parents en difficulté et vient bousculer les présupposés de la littérature scientifique sur le sujet. Anaïs Chenot, économiste de la santé, nous explique ce que la recherche CASPRA a révélé autour d'un concept clé en économie, le fardeau.
On appelle ça le fardeau en économie. Et ça signifie toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans l'aide. Et ce qui va vraiment expliquer, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait. Et on voit qu'il y a des activités d'aide qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui vont être très difficiles, aussi bien physiquement que mentalement. Donc par exemple, remplir le dossier MDPH ou alors les soins. Donc remplir le dossier MDPH, c'est une activité qui peut être très très longue, très fastidieuse et très stressante. À côté de ça, on voit que les soins, c'est une activité qui peut être plutôt courte, mais technique et très stressante. Et donc qui peut engendrer un vécu très négatif. Alors que, par exemple, faire à manger à son enfant ou continuer à le laver ou me passer beaucoup plus de temps dans justement l'habillage, etc., c'est quelque chose qui n'est pas forcément très mal vécu, alors que ça prend énormément de temps aux parents. Donc, dans la littérature, on a tendance à tout le temps assimiler le fardeau au temps d'aide que l'on passe. Et en fait, on se rend compte que c'est assez décorrélé. C'est plutôt en fonction des activités qu'on va réaliser que le vécu va être plus ou moins difficile. Ce rôle de parent aidant, finalement, je ne sais pas si toi, tu te vois comme aidante et si tu t'y es sentie dans cette place, dans ce rôle tout de suite, ou si ça a pris du temps et qu'au fur et à mesure, tu t'es dit, bah oui, là, c'est peut-être plus du rôle de parent réellement, mais j'ai un vrai rôle d'aidant. À partir de quel moment, d'ailleurs, tu t'es dit que tu passais à mi-temps? Est-ce que ça a été rapide Très tôt. ou voilà? Ouais, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? très tôt parce qu'en fait, déjà ça coince tout de suite au niveau des plannings pour accompagner l'enfant en rééducation. Le sortir de l'école, l'emmener en rééducation, les taxis, c'est quasiment introuvable, les prises en charge en taxi, donc en fait, on est tout de suite obligé de pallier à ça et comme on sait que l'importance et ça, c'est vraiment voilà, ça, c'est vraiment majeur, hein, c'est que plus le diagnostic arrive tôt, meilleure est la prise en charge et on sait qu'en fait, quand ils sont petits, il faut mettre le paquet dès le début, alors c'est très lourd dès le début. C'est-à-dire que ça peut être 2, 3, 4, 5 rééducations par semaine. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on va gagner on va gagner pour que l'enfant, eh ben, acquiert des meilleures, compétences et qualités par rapport aux difficultés qu'il a pu rencontrer. Donc là, moi, dès le début, je pense que, oui, à ces 3 ans, je me suis mis tout de suite en à mi-temps. Et puis après, on prend très vite une casquette d'aidant. Finalement, on se pose pas trop la question, savoir si on est parent, aidant ou quoi, parce qu'il y a tout à gérer. En fait, on réfléchit pas, au moment où ça arrive, on réfléchit pas. J'ai pu avoir une compensation en tant que parent aidant par la PCH très tardivement. C'est-à-dire, là, il y a à peu près 3 ans, je crois, quasiment quand elle a eu son diagnostic génétique. Pourtant, j'ai bataillé pendant pendant une dizaine d'années, justement, pour avoir une reconnaissance des dents sur un nombre d'heures, et ça, c'est très difficile à obtenir. Donc, voilà, c'est vrai que les parents, ils sont pas reconnus aux côtés de leurs enfants en tant qu'aidants, hein. Le syndrome de Wade-Sutton, Luna, elle l'aura toute sa vie. Donc ça sert à rien de redemander 50 fois des choses. Et c'est ça qui est coûteux pour nous, les parents, c'est qu'on doit tout le temps justifier. Et le fait de créer l'association et de développer des choses dans le conseil scientifique, c'est aussi pour que la pathologie, elle soit mieux reconnue et qu'on nous laisse un peu plus tranquille et qu'on nous entende en tant que parents et que parents d'aidants aussi, de savoir ce qu'elle a vraiment besoin et qu'on ne parle pas comme ça parce qu'on a des envies ou des lubies ou... voilà, c'est vraiment justifié. Et effectivement, la difficulté aussi dans les maladies rares ou dans tout type de handicap, c'est qu'il faut tout le temps justifier. Justifier auprès de la MDPH, justifier auprès de l'école, justifier auprès...
auprès de tout le monde, il faut justifier, réexpliquer, justifier et tout ce qu'on a pu faire, etc. Toutes les difficultés qu'elle a eues, ça c'est coûteux, ouais. C'est coûteux pour nous émotionnellement, mais ça l'est aussi pour elle et encore plus à l'âge adulte parce que ça la renvoie encore et encore et encore à des difficultés alors qu'il faudrait qu'on parte aussi de tout son positif et tout ce qu'elle a réussi à acquérir donc dans toute cette prise en charge aussi, voilà. L'évolution de l'enfant se développe grâce à l'accompagnement des parents, mais aussi grâce à celle du monde médical et paramédical. Cette prise en charge est complexe et fait intervenir une diversité de professionnels, comme des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciennes, psychologues, pédopsychiatres, orthophonistes, infirmières, médecins, la liste est encore longue. Ou encore des professionnels proposant d'autres approches thérapeutiques, comme par exemple la sophrologie ou l'équithérapie. Une organisation complexe à mettre en place, très majoritairement coordonnée par la mère de l'enfant. Ma voiture était mon bureau puisque en fait le temps des rééducations, moi j'attends. J'attends et Tu peux nous je dire ce que tu suis, fais, du coup? j'ai je suis avec mon téléphone et je prends je fais tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire je prends tous les rendez-vous, je continue des dossiers qui sont en cours, que ça soit pour, l'école, comme pour, la MDPH ou autre. Voilà, c'est quand je dis: «C'est mon bureau», c'est vraiment mon bureau, en fait, hein. Je restais pas spécialement en salle d'attente, je préférais, voilà, m'isoler parce que je passais énormément aussi de coups de téléphone. Voilà, donc il faut, arriver à optimiser son temps. En plus de ce temps d'organisation et de coordination, les parents passent également du temps à assister aux rendez-vous médicaux et paramédicaux. Ils sont 40% à assister à tous les rendez-vous, 49% à certains rendez-vous, et seulement 10% n'assistent à aucun rendez-vous ou rarement. Mais pour ça, il faut se dégager du temps. On ne fait que courir tout le temps. OK. C'est ça qui est difficile aussi pour la famille, c'est que c'est du non-stop et on passe d'une casquette à une autre, voilà, sans cesse. Voilà, on peut pas s'investir, pleinement dans ce qu'on fait forcément, voilà, c'est ça qui est aussi compliqué. Ce que ces parents aidants font, c'est surtout endosser de nombreux rôles. Et quand on parle de rôle des parents, soyons honnêtes, on parle dans l'immense majorité des cas du rôle des mères. 72% se déclarent taxi. 70% coordinatrice. Viennent ensuite les rôles de secrétaire à 61%, d'orthophoniste pour 56% d'entre elles, d'aide-soignante ou d'infirmière pour environ 50%, d'assistante sociale à 48%. Moins de 5% des personnes interrogées déclarent n'endosser aucun de la douzaine des rôles que nous avions proposés. À ce stade, on peut se demander pourquoi ce sont les mères qui s'occupent de tout ça et pas les pères. Et là, on a plusieurs explications. Alors, on a l'explication qui revient souvent, c'est l'explication économique de base, qui est les mères, les femmes en fait dans la société sont globalement en moyenne moins bien payées, donc leur emploi est moins bien rémunéré. Donc, dans l'arbitrage au sein du couple, c'est l'emploi où on peut le plus faire de sacrifices, quoi. Donc, il y a cette raison économique, mais elle suffit pas du tout, puisque déjà dans l'échantillon, et par ailleurs, on voit souvent des situations où les mères gagnaient plus ou avaient un emploi beaucoup plus stable que le père qui était musicien, qui faisait plutôt des choses à droite à gauche et qui aurait pu peut-être, qui avait un emploi beaucoup moins stable que la mère. Et en fait, c'est quand même la mère qui, en général, fait ses sacrifices professionnels. Et ça, c'est beaucoup lié aussi à ce qu'on appelle le genre, les rôles de genre en sciences sociales. Donc, le fait que, en tant que fille et en tant que garçon, on n'est pas éduqué, on n'attend pas les mêmes choses de nous dans la société. Et notamment, les filles et donc plus tard les femmes sont plus orientées vers le fait de prendre soin, d'être à l'écoute et d'être proche des enfants et de rester un peu plus souvent aussi au foyer. Tous ces aspects-là sont renforcés quand on a un enfant et encore plus quand on a un enfant avec handicap, puisque tout s'enclenche souvent aussi dans les premières semaines de vie.
et pour un enfant sans handicap, et aussi encore plus pour un enfant avec handicap où il va falloir gérer encore plus les rendez-vous médicaux, etc. Et pour ton conjoint, du coup, tu disais aussi, par rapport au travail, bon, il a gardé, c'était finalement la sécurité financière aussi, mais son rôle, effectivement, au sein de tout ce que tu as mis en place, ou que vous avez mis en place. Qu'on a mis en place. Alors, autant il pouvait pas être là à toutes les rééducations, mais autant j'ai vraiment souhaité, et lui s'est investi. Il prenait des jours pour aller, dès qu'on allait tous les trimestres à Paris, donc il prenait systématiquement des jours de congé pour nous accompagner. Sur les rééducations et sur certaines rééducations, il y allait de temps en temps aussi pour suivre, en fait, parce que la rééducation, elle s'arrête pas à la porte du cabinet. Il faut la mettre en place à la maison, il faut la mettre en place à l'école, etc. Donc c'est vraiment important. C'est bien d'être à deux. Si on peut, c'est ce que vraiment je conseille aux familles, c'est vraiment d'impliquer tout de suite les deux parents dans la mesure du possible, enfin voilà, selon les possibilités de chacun. Mais c'est super important pour pouvoir, déjà pour l'enfant aussi, de voir qu'il a le soutien aussi de ses deux parents qui comprennent et puis qui vivent la même chose à ses côtés. Mais c'est surtout pour se soutenir mutuellement aussi dans ces épreuves-là. Donc ça, c'est vraiment important. Vous êtes complètement substituable, tu dirais? Non. Non. Non, pas toute la partie administrative, médicale, rendez-vous, et puis veille. Enfin voilà, ça c'est forcément moi. Les compétences sur les prises en charge, sur tout ça, c'est forcément moi. Mais C'est un trop gros coup d'entrée. non, c'est trop lourd. Ouais. Ça renvoie effectivement à de nombreux travaux qui montrent bien qu'effectivement, on a une division genrée d'un certain nombre d'activités, de tâches domestiques, etc. Mais là, on a des situations finalement exacerbées, et ça vient heurter la vie professionnelle des mères. Et c'est vraiment à prendre en considération aujourd'hui, quand on réfléchit notamment à la façon après dont ces mères vont pouvoir ou pas bénéficier d'une retraite, vont pouvoir ou pas avoir l'opportunité de retourner sur le marché du travail si elles le souhaitent, et quelles compétences elles vont pouvoir mettre finalement à profit de cette expérience pour faciliter un retour à l'emploi. Malgré des emplois du temps hyper chargés, certains parents consacrent aussi du temps pour faire avancer la cause à travers un engagement associatif important. Qu'il s'agisse d'apporter un soutien moral aux familles concernées, mais également en réaction à des lacunes de l'action publique. Certaines vont même jusqu'à valoriser les compétences acquises en prenant une nouvelle direction professionnelle. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche CASPRA, qui analyse l'aide apportée par les parents d'enfants concernés par une maladie rare et ou handicap rare, sur le site de la FIRA, fira.org, du programme Clap sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.